parler du mois de produit pour des équipes plateformes digitales. Moi, je suis Olivier Tran, je suis coach agile à Total Energy. Et je suis Adrien Ganzer, j'agis en tant que product manager au sein de cette équipe. C'est notre première participation à Agile en scène. Voilà, on est historiquement une compagnie qui communique assez peu, qui participe assez peu, donc soyez indulgents, on va essayer de vous fournir un humble retour d'expérience sur ces 5 années qu'on a passées à construire les capacités des produits. Donc on va remercier, j'ai compris qu'il y avait une slide de remerciement des partenaires, donc on va merci à eux de nous financer pour être là et aussi pouvoir manger et boire dans cet endroit. Quelques mots pour vous donner quand même le contexte. Donc Total Energy, c'est une compagnie multi-énergie intégrée. Donc, elle agit sur l'intégralité de la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la vente. Elle est mondiale, importée dans 120 pays. Son moteur, son enjeu métier, c'est de fournir une énergie abordable, propre, fiable, accessible au plus grand nombre. Elle s'appuie sur une organisation qui est assez centralisée, malgré la répartition, qui est assez vaste. Elle s'appuie sur un historique et des valeurs que chaque entité de la compagnie se doit de respecter. Et elle s'est fixée une ambition d'être un acteur dans la transition énergétique. Transition que nous, aux plateformes digitales, on vit assez fortement, puisque ces métiers-là sont très consommateurs des services digitaux qu'on met à disposition. En 2020, donc Total Energy, qui a pour cœur de métier quand même l'industrie, adopte une stratégie cloud qui est pas forcément un truc super intuitif pour la compagnie à ce moment-là, puisque tous nos assets à ce stade sont on-prem. Donc elle adopte cette stratégie avec 3 ambitions. La première qui est de libérer une capacité d'innovation pour les équipes. Le corollaire, c'est de permettre aux équipes de développement applicatif d'être plus véloces et d'être capables d'être un challenger pour avoir des capacités à déployer des applications au même rythme que le font nos concurrents, et de contribuer à un objectif net zéro. Elle le fait aussi dans une optique qui est de challenger un petit peu nos fournisseurs de services, donc d'ouvrir un peu les espaces où historiquement on était très Microsoft. Donc on a à cette occasion-là diversifié et travaillé avec Amazon. Et c'était aussi un enjeu business de Total de se donner une opportunité d'avoir des deals croisés, parce qu'on vend aussi des stocks de batteries à ces hébergeurs-là. L'ambition en 2020, c'est de projeter une migration du parc applicatif qui était principalement SaaS à ce stade dans le cloud, et de faire porter en gros 60% du parc applicatif de Total Energy à horizon 2026. Spoiler alert, on y est déjà, même si cet objectif il est en train quand même d'être un peu revu à la baisse pour des raisons de contexte international. Et donc cette stratégie, elle a été portée par des plateformes digitales. Les plateformes digitales, elles se sont construites en même temps que la naissance d'une filiale de Total, qui est la Digital Factory, qui elle avait vocation à construire les premiers produits digitaux dont la valeur est objectivée et qui seront déployés sur les sites. Et là, on parle des sites industriels, les raffineries, les sites d'extraction ou les centrales solaires pour le compte de la compagnie. Donc nous, la mission des plateformes digitales, c'est de fournir des composants d'infrastructure dans le cloud qui soient conformes à un certain nombre de standards d'architecture, de cybersécurité de la compagnie, et de le faire de manière suffisamment véloce pour que ces équipes applicatives, dans un premier temps à Digital Factory, s'en saisissent et soient capables de construire en confiance les applications de Total. Aujourd'hui, on a encore ces 2 missions. Donc, on a la mission d'accompagner la transformation digitale. Une composante de cet accompagnement est l'accompagnement dans la réflexion stratégique de l'usage de ces briques et de comment est-ce que ce paysage doit évoluer. C'était pas un acquis, puisque c'est assez régalien la manière dont c'est fait chez Total Energy. Donc on a une DSI qui est plutôt décideuse, qui va aller étudier sur des temps assez longs quelle est la stratégie à mettre en place. En 2020, quand on s'est créé, on avait plutôt vocation à être des exécutants de cette stratégie-là. Là, on a des lignes qui bougent un peu, on a un vrai partenariat qui se noue, puisque du coup, en manipulant ces technos, en construisant ces socles, on s'aperçoit qu'on devient
un interlocuteur pertinent dans l'édification de ces stratégies. Donc de plus en plus, on voit que cette mission qu'on a nous, elle est en train de prendre une dimension qui est assez sympa pour nous, valorisante pour nous et qui nous semble aller dans le bon sens pour la compagnie. Et la deuxième mission, ça reste d'accélérer le time to market des applications. Ça, ultimement, c'est notre principale mission. C'est là où on est évalué, quelle capacité on donne aux équipes de se saisir de nos briques et d'être rapide pour développer dans un contexte qui est très normé, qui est sur lequel la valeur sécurité de la compagnie, dans notre socle de valeur, elle est fondamentale, et y compris la sécurité qu'on met dans ce qu'on met à disposition, qui est pas simple à obtenir quand on travaille avec les services de nos clouders. Voilà. Et donc, pour arriver à cette ambition, très tôt, en fait, on s'est mis dans le mode produit, c'est-à-dire l'agilité en mode produit. Et donc, en fait, on s'est inspiré aussi de Team Topologies, où ça parle en fait d'équipes plateforme, et aussi de Streamline Team, qui sont plus orientés, alignés avec le business. Et en fait, nous, on est, comme on est plateforme, on est fondation, on est multi-business. Donc, en fait, on va servir des équipes qui ont des use cases venant de métiers. Ça peut être de l'applicatif, ça peut être de la data. Maintenant, on va parler aussi d'IA. Et donc, pour y arriver, en fait, on a plein de sollicitations. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse fournir nos produits en self-service, et aussi via un portail où l'utilisateur pourra, de manière autonome, commander nos services, et puis aussi avoir plein d'informations sur l'état de leurs services, avec une partie, par exemple, FinOps, SRE, les bonnes pratiques pour pouvoir utiliser nos produits. Nos produits doivent être aussi composables et réutilisables. Ils sont aussi surtout intégrés à l'écosystème Total Energy, et on travaille beaucoup avec les architectes de la cybersécurité, parce qu'évidemment, nos fondations doivent être compliant avec l'architecture et la cybersécurité. Et nous, quelque part, on s'appuie sur des fournisseurs aussi. On parlait cloud, c'est principalement Azure et AWS chez nous, mais plein d'autres éditeurs qui vont nous fournir aussi des solutions qu'on va ensuite packager, intégrer. On va sélectionner, parce qu'il y a plein de choses dedans, mais on va sélectionner ce qui est pertinent dans le contexte de notre ambition à Total Energy. Un des aspects positifs de cette formalisation sous forme de couches, nous on est parti des couches basses, on servait vraiment des services d'infrastructure assez fondamentaux, et en remontant petit à petit dans les couches, c'est que du coup on consomme nous-mêmes nos propres services. Donc quand on a un service qui se met à bagoter un peu, on le ressent tout de suite. Donc, on est dans ce cercle vertueux du Eat Your Own Dog Food. En revanche, on a beaucoup d'interdépendances à gérer. On a des services qui sont constitués à un temps avec un périmètre qui est donné, donc on va avoir des landing zones qui vont avoir pour vocation de fournir l'usine à compte AWS à souscription Azure, qui va être consommé par une équipe qui a vocation à servir toute la stack technologique pour servir un paysage, un écosystème data. Cet écosystème data, il a besoin de landing zone. L'écosystème data, il va lui-même alimenter un autre écosystème qui va fournir des marketplaces de data products. Donc il y a toutes ces briques qui viennent jouer, et à chaque fois, on va découvrir que pour avancer, servir un besoin, on va avoir des briques technologiques qui seront attendues, de basculer de modalités de mise en réseau, des VPC dans la construction de nos landing zones, qui va différer, puisque pour mettre par exemple Apigee en place, on a dû utiliser VPC Lattice qui n'était pas prévu au début. Donc il y a toutes ces briques-là à faire évoluer, qui représentent autant de difficultés en phase de négociation entre les squads d'un point de vue produit, pour s'assurer qu'on est capable d'avoir la bonne temporalité dans les mises en œuvre. Ça, c'est un point qui nous accapare beaucoup. Et du coup, pour refaire un petit peu l'histoire de l'agile dans ce qu'on a vécu. Donc en 2020, on a démarré d'emblée en fait avec le mode produit, et c'était du coup un truc qui était assez nouveau pour tout le monde en vérité. On s'est fait accompagner dès le début par des scrums qui nous ont aidés à mettre ça en place, avec l'idée que l'agilité ne sert que, ça fournit un cadre, mais ne sert qu'à partir du moment où vous êtes capable de vous l'approprier puis d'utiliser ce qui a du sens pour vous à un moment donné. Donc, on est parti là-dessus, et surtout avec en face nous des sponsors et des parties prenantes qui ont le mindset du projet et qui vont engager la compagnie sur des chemins dans lesquels 6 mois plus tard il y a des attendus qui sont forts, et nous au produit de composer avec. Donc on a assez vite démarré avec cette difficulté pour une squad produit de se dire ok, comment est-ce que je priorise mon backlog pour fournir le step 1
qui va permettre de donner un minimum viable et d'avancer petit à petit. Ça, c'est une difficulté qu'on a résolue aux alentours de 2022. 2021, on a eu un premier passage à l'échelle, parce que du coup, on a eu un succès qui était assez bien reconnu pour la mise à disposition de tout ce qui était les usines à compte, justement. Donc, on a commencé à grossir un peu, et à ce moment-là, on s'est fait complètement phagocyter par le poids justement de l'architecture et de la cybersécurité. Donc, on s'est retrouvé avec des backlogs produits qui à 80% étaient composés d'objectifs qui étaient des objectifs plutôt de mise en conformité ou d'être capable de reporter sur est-ce que ce que je mets à disposition c'est à l'image de 100% du livret blanc que l'architecture compagnie fournit. Donc ça a été ça nous a beaucoup bloqué dans la mise en pratique de l'agilité, parce que les objectifs sont venus empiéter dessus. En gros, c'était devenu un objectif de fournir des briques conformes, là où en fait c'est un attendu, c'est pas un truc. Voilà. Et là, on a dû négocier avec l'architecture et la cyber, c'est comment est-ce que eux aussi s'ouvrent les chakras pour dire qu'à défaut d'être vraiment parfait, au minimum, on fournit des choses qui rendent l'écosystème visible et atteignable. Ça nous a beaucoup accaparé, quoi. Sur 2021, c'était vraiment l'enjeu. Et à partir du moment où cette ouverture de chakra a été faite, on est rentré dans une phase où justement on a dû renforcer cet alignement stratégique. Donc on est devenu des partenaires à ce moment-là sur la manière de faire évoluer les objectifs des briques qu'on construisait. Et surtout, on a eu d'autres utilisateurs qui sont venus s'agréger. Donc 2022, pour vous donner un ordre d'idée, on est passé de quelque chose de l'ordre de 200 landing zones à ce moment-là jusqu'à en gros 600, 700 sur l'espace d'une année. Et on a l'équivalent d'utilisateurs actifs, de développeurs, ça devait être de 200 utilisateurs à 1500 utilisateurs actifs. Donc on a dû aussi renforcer la partie support qui faisait partie de la squad à ce moment-là, c'est you build it, you run it, donc on fournit des services, on les build. Mais on a dû quand même déporter un certain nombre d'activités pour être capable de reporter puis d'accueillir nos utilisateurs de la meilleure manière possible. Ça, c'était une des difficultés. Bon, aujourd'hui, on est un petit peu mieux aligné sur nos enjeux, et on a une autre difficulté qu'on affronte toujours, c'est comment est-ce que on crée de l'engagement dans les équipes, parce que la meilleure manière de s'assurer on a des squads qui sont autonomes et qui arrivent à délivrer la valeur, c'est de s'assurer que les squads, elles ont une bonne compréhension de la mission, de là où elles veulent se diriger, et de comment est-ce que elles se saisissent de cet enjeu-là pour, de manière responsable, venir rajouter dans cette histoire qu'elles sont en train de construire, qu'elles sont là où je me rattache dans les objectifs stratégiques. 2023, on a été rattrapé par la patrouille, parce qu'on a eu pas un chèque en blanc, mais en tout cas on a été dans une période où ça démarrait, donc il fallait qu'on mette le temps de prouver un petit peu ce qu'on amenait. 2023, ça a été l'exercice du passage à l'échelle. Pour accompagner les croissances de volume que je décrivais, on a engagé des coûts. Et 2023, en gros, on nous a dit merci messieurs de venir travailler l'optimisation de ces coûts-là et qu'on soit capable de se créer une réalité de ce que ça coûte d'héberger des applications chez vous, sachant que dans l'adoption de la stratégie cloud, une des difficultés qui était présente en 2020 et qui a perduré jusqu'à 2023, c'était quel est le coût d'hébergement d'une application dans le cloud vs une application on-prem, donc la fameuse licorne. Vous avez vu celle-là, mais une fois que les coûts on les a plus, qu'on est dans le cloud, comment est-ce que je prouve que ce que j'ai construit est mieux que ce qu'on aurait eu on-prem. 2024, on a pu écluser un certain nombre de difficultés qu'on a eues sur le passé, on a pu se reconcentrer sur la valeur aux utilisateurs. Donc un des mots d'ordre qui a été passé au squad, c'est de dire maintenant regardez comment est-ce que dans vos backlogs vous remettez le bon niveau d'effort sur la valeur ajoutée pour les utilisateurs. Et on s'est confronté à une difficulté qui était comment est-ce qu'on arrive à capter ces retours utilisateurs efficacement, sachant que comme tout le monde, quand on nous soumet une demande d'évaluation d'un service, en général quand on est satisfait on dit rien, et quand on n'est pas satisfait on vient dedans. Quoique, même si je pense que même nous on est tous fatigués, donc on ne le fait plus forcément. Donc ça c'est une difficulté qu'on a rencontrée. 2025, l'année qu'on vient de traverser, c'était l'année de la crise de confiance. La dette, parce que malgré tout, on construit des composants techniques dans lesquels il y a des dettes qui se construisent, et à concilier la chèvre et le chou sur des composantes régaliennes, architecture, sécurité, plus tout ce qu'on voulait faire pour nos utilisateurs. Les sujets de dette sont difficiles à prioriser ou à mettre au bon niveau
ne pas traiter notre dette, forcément, on s'expose à ce créer des incidents. Les incidents sont arrivés 2024, donc 2025, c'était l'année de la fiabilité, avec pour objectif, du coup, d'être capable d'être vraiment ultra propre sur... Ouais. On est passé donc de 3 équipes au début, aujourd'hui on est à 13. On a 13 équipes, ça représente 50 macro-produits, on va dire. Macro-produits, c'est un produit, ça va être GitHub. Et je vais pas faire la segmentation de je crée des repos, je gère des équipes, là, ou je mets à dispo des GitHub apps ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment, voilà, GitHub, c'est un produit. En tout, on a en gros 150 services, ouais, services, mais 50 produits. Et les utilisateurs, aujourd'hui, ça représente 3000 utilisateurs actifs. Ça stagne un peu. On est dans une phase dans laquelle on est justement en train de s'ouvrir. On a historiquement adressé des populations qui étaient plutôt des développeurs applicatifs, des gens qui étaient immédiatement en lien avec le développement d'une application. Et là, de plus en plus, on voit que pour amener la valeur qu'on a besoin d'amener pour la compagnie dans le futur, il va falloir qu'on aille répondre aux besoins de la partie submergée de l'iceberg. Et ce sont des utilisateurs qui ne sont pas immédiatement techniques et sur lesquels il faut trouver la bonne manière de rendre transparente toute la technicité ou les problématiques de process pour qu'eux puissent se saisir des briques et puis créer leur valeur dans leurs besoins. Voilà. Et donc 2026, le futur pour nous, c'est là on a passé 2 ans à marche forcée, ce qu'on a tous subi aussi, à manipuler un peu de l'IA dans tous les sens, à se construire des hubs, des cockpits, LLM, à construire des modèles, à regarder ce qu'on pouvait faire. 2026, faut qu'on capitalise, qu'on arrive à démontrer qu'on a des choses qui sont vraiment immédiatement utiles pour nous. Alors utiles pour nous, pour vous illustrer le truc, c'est plutôt d'avoir un assistant IA qui va être au service du Captain Run. Le Captain Run, c'est la personne chez nous qui va gérer la backlog de run. On essaie de cantonner ça. Donc c'est une personne dans une squad à tout instant qui s'occupe de ça, mais du coup d'être capable de parser l'ensemble des demandes, de capter la frustration d'un utilisateur, les petits signaux faibles qu'on n'est pas capable d'avoir, pas faire juste du first in first out, mais être capable d'avoir un peu plus d'éléments pour prioriser des demandes de run, qualifier notre documentation, compléter les trous dans la raquette, la documentation end user, mais aussi les runbooks de nos utilisateurs. Donc là on est en train d'aller un petit peu sur ces terrains-là. Ah oui, et du coup, forcément, le fil rouge pour nous, ça a été l'adoption, alors dès le début de la méthodologie OKR, sur lequel on s'est beaucoup cassé les dents. Mais malgré tout, elle persiste parce que ça reste une bonne boussole dans le noir. On voit bien que ça nous aide à structurer l'effort et aller dans une direction qui est maîtrisée. Donc on part toujours de notre mission, de la vision pour un horizon de temps. On décline en objectifs stratégiques avec des résultats clés attendus et qui va driver le boulot des squads. Donc on s'attend, en gros, aujourd'hui, on considère que 60% du backlog d'une squad, elle est en lien direct avec ses OKR et que c'est un ratio qui est acceptable pour nos équipes. Le gros challenge, à mon sens, qu'on a sur les OKR, c'est d'être capable de l'utiliser comme outil pour discuter objectifs et stratégies avec nos parties prenantes et les gens qui nous financent, et de créer de l'engagement auprès des équipes. Et du coup, créer de l'engagement, c'est avoir des objectifs qui soient ambitieux et qui soient engageants. C'est de se dire, ok, nous, on veut être la référence dans la compagnie pour n'importe quel utilisateur. Il est immédiatement que ça devienne un réflexe de passer par nos services. À contrario, les mauvais objectifs, c'était on veut être conforme au socle de l'architecture, et du coup, on a des résultats clés qui sont j'implémente 10 demandes de la cyber sur mon produit. On a fait ces écueils-là, on les a traversés. Honnêtement, je pense qu'à 2026, on n'a toujours pas la bonne façon d'implémenter les OKR. On est toujours en train de se chercher. Aujourd'hui, pour ces 13 squads que je mentionnais, on a en gros 3 objectifs qui dirigent l'effort. Et pour chacun de ces objectifs, on va avoir 2 résultats clés attendus, un leading, un lagging. Où est-ce qu'on veut aller et comment est-ce qu'on mesure le chemin sur lequel on est en train d'avancer. Mais ça reste un défi. Et une des difficultés aussi sur l'OKR, c'est la partie KR qui reset. Il faut partir de données, de baseline, suivre une progression. C'est pas toujours simple si on n'a pas mis en place les métriques et se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on veut mesurer. Donc maintenant, je vais vous parler de l'approche traditionnelle. Vas-y, tu peux passer la slide. Comment, en fait, on est passé d'une approche traditionnelle vers une approche produit. Donc l'approche traditionnelle, c'est ce qu'on connaît via les projets et le run.
En fait, on a des équipes projets qui partent en études, et après en projet, et puis après qui vont transférer à une équipe de run. Et puis finalement, du point de vue de l'application ou du produit, il y a une version précédente, et puis après le projet, il y a une nouvelle version. En fait, nous, ce on veut passer, c'est vraiment un cycle de vie du produit, c'est-à-dire, et c'est fondé sur la valeur. On va s'interroger, c'est quoi la valeur, comment je fais pour augmenter la valeur. Et donc, quand on lance un nouveau produit, au début, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et puis, on va progressivement travailler sur la valeur. Et puis, il va y avoir une adoption, une croissance d'utilisateurs. Peut-être à un moment donné, on arrive à une phase de maturité et pourquoi pas après de déclin. Et donc après, il y a des investissements qui sont faits. Est-ce que au début, c'est davantage sur les fonctionnalités, après sur la partie technique, et puis après, si on est en déclin, c'est davantage sur la correction de bugs qu'on va investir. Mais du coup, l'investissement va aussi décroître parce que on investit plus sur le fonctionnel. Donc ça, c'est l'outil. Après, là où c'est plus compliqué, c'est que alors, pour une partie des interlocuteurs qu'on peut avoir en face, en général, un produit mature, c'est un produit sur lequel c'est bon, on n'a plus besoin de personne, ce qui n'est pas du tout le cas d'un produit. Un produit, même s'il est mature, il continue à vivre, il y a au minimum de maintien en condition opérationnelle ou de sécurité. Et sur les briques techniques qu'on est en train de manipuler, une des grosses difficultés, c'est comment est-ce qu'on les segmente proprement, sachant qu'il y a certains segments qui peuvent nous sembler matures un temps, mais en fait reprendre vie, ou en tout cas d'être réactivés sur un second temps, et d'un point de vue produit, c'est dur à gérer. Je vous donne un exemple. On a eu sur 2024 un élément qui nous semblait stable jusque-là dans la mise à disposition des fameuses landing zones, donc les comptes AWS ou les souscriptions Azure. On avait une gestion du réseau dans lequel les utilisateurs des landing zones étaient autonomes dans la gestion des ouvertures réseau. Et on avait mis à disposition cette capacité à travers un repo GitHub qui était partagé, dans lequel les utilisateurs propriétaires d'une landing zone obtenaient des droits sur un fichier YAML qui décrivait en gros quelles étaient les ouvertures, les flux entrants, sortants aux bornes de leur application. Et donc ça, la mécanique fonctionnait plutôt bien. On a eu des modifications sur le cœur de réseau on-prem, sur lequel on s'appuie également, parce que tout n'est pas automatisé dans la maison. Donc nous, on peut automatiser des choses, mais à partir du moment où c'est pas automatisé de l'autre côté, ça crée des difficultés pour nos utilisateurs. Qui a remis un petit peu en tout cas, il y a des nouvelles possibilités sur lesquelles on a voulu s'appuyer, et qui nous permettaient d'aller beaucoup plus vite dans la mise à disposition de ces règles réseau, notamment dans les flux qui transitent entre l'on-prem et le cloud, qui a justifié le fait de remettre un petit peu sur la table la manière dont c'était fait. Et également sur l'expérience utilisateur au niveau des interfaces graphiques, parce que du coup, à partir du moment où on a un utilisateur qui part dans GitHub pour mener des actions, il sort de notre portail, on a une rupture de l'expérience utilisateur là-dessus. C'est dit que c'était peut-être pas pertinent, et d'un point de vue stratégique, on a peut-être intérêt à ramener cette information qui était d'ailleurs error prone. Un utilisateur technique dans GitHub, il a pas de souci. Un utilisateur qui est un petit peu moins technique, il va peut-être plus avoir de facilité à gérer ça dans une petite UI un peu mieux léchée, dans lequel il va être cantonné juste au travail de ok, je vais visualiser mes landing zones, je vais avoir une vue sur ma conf, je vais pouvoir aller identifier quelles sont les ouvertures en place, et puis directement depuis mon UI faire ma demande d'ouverture, ou à contrario venir gérer les ouvertures en place. Ce phénomène-là, en fait, on le rencontre sur beaucoup de nos services, où on a des services qui nous semblent matures un temps, qui sont mis à disposition d'une certaine manière, mais sur lequel on se dit que non, en fait, il va falloir le faire évoluer parce que ça correspond plus à l'expérience utilisateur qu'on souhaite donner dans le futur, et ça correspondra pas. Ça nous permettra pas de passer à l'échelle pour aller atteindre les utilisateurs qu'on souhaite atteindre dans le futur. Et ça reste une difficulté. Ah bah mince. Ça venait la planche là. Ah ouais, c'est bon. Donc en réalité, dans un produit, il y a plusieurs capacités. Et en fait, c'est ces capacités-là en fait qui vont se renouveler. C'est pas le produit en lui-même, c'est à l'intérieur du produit il y a la valeur. Et donc finalement, ça se renouvelle aussi parce que quelque part l'état de l'art évolue. Donc, et on veut tirer parti de cet état de l'art, l'intégrer. Et puis il y a aussi des nouvelles ambitions. Parler de la data et l'IA. Et puis nous, ça nous offre aussi de nouvelles possibilités en interne, de nouvelles synergies, de nouvelles propositions de valeur. Et puis, on parlait d'expérience utilisateur, pareil, on réfléchit à l'expérience utilisateur. Et puis, on réfléchit de plus en plus aussi à qu'est-ce que la data et l'IA peuvent apporter dans l'expérience utilisateur, pour l'expérience utilisateur. Si on connaît mieux nos utilisateurs, leur usage, leur pain point, peut-être qu'on pourrait leur proposer des meilleures solutions.
Et donc notre cadencement, on est sur 2025, on est sur le début du dernier trimestre, Q4. Et en fait, nous, comment on se cadence par trimestre. Et un trimestre pour nous, c'est 5 à 6 sprints de 2 semaines. Et puis on a une phase de scoping de 2 semaines où en fait on va définir le périmètre du trimestre. Et ça, ça nous permet de préparer en amont d'un trimestre avec les parties prenantes, avec nos utilisateurs clés, le périmètre qu'on souhaite adresser, la priorisation. Identifier aussi les objectifs et les fonctionnalités qu'on va prioriser. Et puis s'aligner en phase de scoping avec toutes les équipes, avec les parties prenantes, pour pouvoir valider un périmètre. Et ça nous protège quelque part parce que comme on s'est aligné avec nos parties prenantes, ils savent que si des gros sujets, c'est plutôt pour le prochain scoping. On va le préparer en amont, peut-être qu'il y a une petite étude à faire avec eux, mais la réalisation, ce sera plutôt pour le prochain scoping. Et ça, ça marche bien, je dirais, avec nos stakeholders. Je dis pas que des fois il n'y a pas des priorités qui sont très très haut niveau, mais voilà, dans l'ensemble, ça marche quand même assez bien. Oui. Oui, c'est-à-dire grosso modo un mois. Par exemple là, on est en octobre. Dès septembre, alors parce qu'il y a eu les congés aussi en août, en août on n'a pas pu travailler, mais dès la rentrée, on s'active pour regarder c'est quoi les objectifs du prochain trimestre avec les parties prenantes, on récolte des feedbacks. Eux, comme ils connaissent notre calendrier, ils vont nous voir aussi, ils nous disent avant ton prochain trimestre, ce serait bien que tu prennes ça. On joue avec 2 niveaux d'objectifs. Il y a des objectifs stratégiques qui sont définis en général en début d'année. Et ensuite, au pas des scopings, justement, ce qu'on regarde, c'est plutôt les objectifs tactiques des squads. Le jeu, c'est en début de scoping, je considère que mon produit aura fait une évolution majeure si, à horizon des 3 mois, j'ai accompli mes objectifs 1, 2, 3. En général, les objectifs tactiques, on essaye justement dans le ratio des fameux 60%, mais d'être lié avec les objectifs stratégiques. Et les OKR stratégiques, ils sont plutôt définis à l'année. Et puis chaque trimestre, on va essayer d'identifier nos objectifs tactiques. Et on va demander à toutes les équipes de réfléchir à leurs objectifs tactiques et comment ces objectifs tactiques peuvent contribuer ou non aux objectifs stratégiques. Alors nous, on n'a pas de roadmap. On a des work plans. On a des roadmaps trimestriels qui sont affinés. En revanche, c'est vrai que d'un point de vue visibilité, on a plutôt une visibilité à horizon trimestre plus 1, plus 2 maxi. Ça, c'est une des difficultés, parce que c'est un des reproches qui nous est formulé. Effectivement, nos parties prenantes, pour avoir une discussion stratégique, ils aimeraient bien avoir une visibilité. Mais à la fin de l'année, qu'est-ce que j'ai? Et dans 2 ans, qu'est-ce que j'ai? Ça, on n'est pas capable de l'avoir parce que on a un paysage qui bouge un peu trop. Aujourd'hui, on arrive à avoir une visibilité à plus 1 trimestre, voire 2 trimestres sur des gros objets. Par contre, effectivement, nos interlocuteurs, eux, ont des roadmaps. Ils ont des plans long terme. Alors, des plans long terme, c'est vraiment des plans qui nous amènent technologiquement sur des horizons de 2 à 5 ans. Et qui elles-mêmes sont sujets à grosses modifications et qui peuvent être liés à des objectifs contractuels. On sait que le contrat, justement, de la société qui édite le cœur de réseau on-prem va évoluer, à quelle date. Il va y avoir un gros projet pour remettre ça un petit peu en visibilité, donc il faudra nous on prévoit du temps pour s'adapter à ce qui va arriver. Ça reste un point qui est difficile. Et aujourd'hui, une des difficultés qu'on rencontre en phase de scoping, justement, sur la validation des work plans, c'est qu'on a encore des interlocuteurs qui sont, de notre faute aussi, très dans le contrôle, c'est-à-dire qu'ils vont être demandeurs d'un détail assez pointu sur ce qu'on embarque comme feature, là où aujourd'hui, avec 13 squads qui vont chacune prendre entre 20 et 30 features sur le trimestre, le rendez-vous est indigeste au possible. Vraiment un truc, on sort de la journée rincé et ça crée beaucoup de stress pour les squads. Donc on essaye de se transformer pour proposer une discussion qui soit plutôt basée sur les objectifs, donc en lien avec les objectifs tactiques mais stratégiques, mais qu'on reste sur une discussion de quels sont les objectifs. Et collectivement, on est engagé dans ces objectifs-là. Il y a la roadmap qui s'appelle OneSI chez nous, qui est un petit peu quels sont les gros piliers de la stratégie IT de la compagnie. Comment est-ce que nous, on y doc, quelles sont les contributions et les impacts qu'on doit amener en termes de nombre d'utilisateurs, en termes de vélocité, en termes de traitement, de facilitation de la gestion du MCO-MCS. Mais c'est très difficile d'avoir le bon niveau d'échange. Pour le moment, on n'a pas trouvé. On se cherche encore là-dessus.
Et donc, d'avoir ce cadencement-là, ça nous donne un rythme commun, y compris avec nos stakeholders. Ça nous permet aussi de s'adapter à de nouveaux contextes, d'avoir un apprentissage collectif, des améliorations régulières à chaque trimestre, dans nos modes de fonctionnement également. Et là, on a vu aussi qu'il y a des challenges avec nos stakeholders, mais aussi à l'intérieur des équipes, pour pouvoir bien se synchroniser. On a des dépendances, avoir une bonne productivité, parce qu'il y a des sujets qui peuvent être communs à plusieurs équipes. Donc, comment on fait pour bien se synchroniser et capitaliser aussi ensemble sur les sujets. Oui. Les principaux, c'est vraiment des DevOps. Des DevOps, ce sont des gens qui développent l'application. Donc nous, on a beaucoup dans la compagnie, dans l'ADN, on a beaucoup de maîtrise d'ouvrage, donc on a beaucoup de managers qui vont gérer un parc de 1 à 10 applications et qui vont déléguer la réalisation de l'application à des équipes à différents endroits. Et donc nous, en général, c'est plutôt ces gens-là qu'on va retrouver en face, c'est eux qui sont consommateurs de nos services. Et là où je disais qu'on remonte dans les couches, c'est que ça, on va dire, c'était le cas vraiment de 2020-2022. 2023, on a commencé à avoir d'autres populations. Justement, ces managers, ils avaient besoin d'avoir un petit peu de visibilité. Donc, on a d'autres produits qui ont émergé pour rendre visibles les périmètres, rendre visible le niveau de dette, pas dans le sens péjoratif, mais de dette naturelle qui s'accumule, mais qu'ils arrivent à avoir un élément tangible de où est-ce qu'on se situe et est-ce que mon périmètre, mon parc, il est dans un bon état ou est-ce que j'ai des feux rouges que je dois traiter. Et c'est donc pour simplifier, c'est toutes les équipes qui font des applications, de la data dans le cloud. Là, si je reprends la brique, donc on a des développeurs d'API, on a des data engineers, des data scientists qui viennent se coller sur les briques qu'on met à disposition. Donc ça, plus on enrichit le catalogue et plus on va adresser des verticaux particuliers, plus on va adresser des populations qui sont particulières, qui ont des attentes particulières et qui vont aller rechercher une valeur qu'on n'a pas forcément identifiée au début et sur laquelle on doit travailler. Mais ça, c'est l'enjeu aussi de se créer les bons rendez-vous pour capter ces besoins-là. Et puis, elles sont organisées différemment. Il y a des équipes plutôt projet, d'autres qui sont plutôt sur du run, des TMA, il y a des programmes, il y a des équipes produits. Il y a une multitude. Et puis il y a de l'offshore en Inde aussi, des fois. Alors, c'est full interne. Là, effectivement, c'était que de l'interne, que de l'usage interne. De plus en plus, on nous voit qu'on nous demande de traiter cette externalité sur des briques naturelles. Par exemple, le catalogue d'API, le portail d'API, un portail d'API dev interne initialement. 2024, on a engagé la réflexion sur comment est-ce qu'on l'externalise, comment est-ce qu'on l'ouvre. Les marketplaces de data product, pareil. En fait, ces échanges, ils existent déjà. C'est juste, ils passent par des canaux que nous, on voit pas. Et un peu dans la même logique de ce que je décrivais, c'est à défaut d'être parfait, comment est-ce qu'on rend les choses visibles. Et donc ça, c'est une négo qui est tout le temps lieu. Après, c'est pareil, nous on subit des externalités, c'est-à-dire que heureusement pour nous, on n'est pas responsable de la base d'identité de la compagnie. Donc ça, on l'a pas en gestion, c'est géré dans le cadre d'un gros contrat externe qui met à disposition des moyens plus ou moins automatisés et sur lesquels du coup on devient contributeur sur comment est-ce qu'il convient de faire évoluer ces socles-là. Et à défaut de le faire, on sait qu'on a nous des process dans lesquels nos utilisateurs viennent consommer nos services, ils ont des problèmes sur leur login qui est pas du tout de notre fait, mais de leur point de vue, c'est notre responsabilité. Et nous, ça, ouais, parce que eux, ils consomment chez nous, et donc les utilisateurs des prestataires externes, typiquement, ils peuvent pas avoir connaissance de l'intégralité de là où se trouvent les informations de la compagnie, c'est compliqué. Et on a eu un gros travail sur nous-mêmes pour accepter le fait que on peut pas déporter cette responsabilité-là et on peut pas déporter cet échange avec l'utilisateur. On s'est objectivé, cette année, un de nos objectifs, c'était de travailler sur la satisfaction de l'utilisateur. Donc on a mis en place des enquêtes de satisfaction avec des panels qu'on fait tourner, avec des questions bien précises. À la fin, on obtient un score et dedans, la frustration d'un utilisateur qui a un composant externe à ce qu'on fournit nous, rentre dedans. Donc c'est un peu punitif, mais d'un autre côté, ça nous oblige à aller un petit peu au-delà, quoi. Et puis aussi à avoir un mindset qui reste focalisé sur l'utilisateur, parce que la squad technique qui bosse sur son sujet technique, elle peut avoir une fatigue qui se crée sur la gestion de l'utilisateur et commencer à mal recevoir l'utilisateur, ou en tout cas avoir une dégradation de la relation qui se fait. Et ça crée un précédent et ça fait un petit peu l'effet boule de neige. Et comment est-ce qu'on se soigne de ça? Comment est-ce qu'on accepte que, non, on construit des services pour les utilisateurs à la fin, on accepte l'hétérogénéité des compétences avec lesquelles ils viennent,
la compréhension et qu'on se remette tout le temps en question. Ça, c'est un des bénéfices pour nous du mode agile, c'est de rester dans un mindset qui soit positif, pas punitif. Ouais. Non. Alors, ouais. Alors si, on a bien donc la cellule d'une squad pour nous, c'est un product owner, un tech lead. Ce sont les deux rôles un peu particuliers dans la squad parce qu'ils portent une responsabilité particulière vis-à-vis de l'engagement qui est pris en scoping sur le périmètre des features qui sont prises et priorisées. Le tech lead, il a la responsabilité de la qualité technique et de l'incidentologie qui va se créer dans son produit, de la capacité à gérer la dette. Et ensuite, on a des DevOps dans la squad, DevOps / designer, parce que du coup, on a des rôles qui tournent. C'est-à-dire que le PO, il a la responsabilité ultime du backlog. Pour autant, il le construit pas tout seul. Sa priorité, c'est dans la squad. C'est l'engagement de la squad au global et un vote de confiance sur le fait de se dire, ok, on part là-dessus. Ça nous semble un truc qui est ambitieux mais faisable, et on signe ensemble sur le truc. Pareil pour la qualité technique. Ouais, en général, oui. C'est un élément. C'est-à-dire le run aujourd'hui devient un élément pour nous. Dans l'activité, la squad, elle a la responsabilité de produire des services d'infrastructure. Donc, elle priorise en fonction des besoins de l'architecture, des besoins des gros objets métiers par exemple, on a eu la migration SAP début 2024 qui nous a imposé beaucoup de features à prioriser. Ensuite, l'équipe, elle a la responsabilité de designer comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre vraiment, et puis de dépiler et de builder. La répartition reste un peu la même. 10 minutes, ça tient. Je propose de prendre les questions à la fin pour qu'on puisse dérouler on y revient. Et justement, il y a quelques éléments de réponse aussi dans les slides. Et finalement, comment on priorise? Parce qu'en fait, on a plein de sollicitations des utilisateurs, de nos parties prenantes. Finalement, c'est un équilibre à trouver entre les enjeux venant des parties prenantes, des utilisateurs. Et il y a des choses, par exemple, si l'utilisateur nous demande, moi, je préfère Google, ça c'est, on va dire, c'est pas de mon ressort, c'est plutôt du ressort des parties prenantes. Donc là, c'est plutôt sur l'expérience utilisateur ou sur est-ce que ça répond aux besoins, les capacités. Et là, les parties prenantes, c'est plutôt vis-à-vis des nouvelles capacités. On doit faire des nouvelles capacités data, IA, c'est plutôt avec les parties prenantes qu'on va le discuter. Et donc, côté parties prenantes, leurs enjeux, c'est aussi d'avoir des capacités qui soient sécurisées, résilientes, qu'on puisse gouverner à l'échelle, parce que on a plein d'équipes qui vont utiliser nos produits, mais après, comment on gouverne s'il y a des problèmes de sécurité dans des applications, aussi de la dette technique, il faut pouvoir assurer une bonne gouvernance des applications qui sont dans le cloud. Également la notion de standardisation, parce que on a un tel écosystème, on rachète des filiales aussi, donc il peut y avoir plein de solutions existantes et on a un enjeu aussi de rationaliser. Et derrière ça, bien sûr, il y a aussi la notion de coût. On rationalise aussi pour économiser, mais aussi il faut que, comme on est dans le cloud, on a une notion FinOps qui est assez importante parce que un utilisateur, s'il fait pas attention, c'est très rapide de consommer, de demander des services, de mettre des gigas de données ou des logs, activer des logs qui vont produire des gigas de données. Et donc il faut qu'on soit très attentif sur la gestion des coûts et aussi accompagner les utilisateurs vis-à-vis de leur consommation du cloud. Et donc les utilisateurs, eux, leur souci, c'est ils ont un projet, ils ont une application, donc je veux être agile avec mon métier pour pouvoir délivrer une solution. J'ai besoin de collaborer rapidement dans l'équipe avec les équipes plateformes. Et je veux aussi que les produits plateformes que je consomme, de la CI/CD, du cloud, des API, des data, ça soit composite, je puisse bien les assembler ensemble. Et puis, je veux être très productif, je veux pas perdre de temps. Moi, mon projet, il faut qu'il soit à l'heure. J'attends une bonne réactivité aussi des équipes plateformes digitales. Donc finalement, je dirais, on trouve un équilibre parce que les parties prenantes, elles visent le même objectif que nous, c'est d'avoir des fondations solides et pérennes dans le temps. Et nos utilisateurs, en fait, ils ont des besoins opérationnels très court terme et ils ont besoin d'une forte réactivité. Donc on arrive à répondre. Alors des fois, on fait pas toujours des plaisirs à tout le monde, mais on arrive dans l'ensemble à avoir un modèle qui arrive à satisfaire, je dirais, les deux côtés. Et puis, en conclusion,
Alors c'est pas évident tout ce qu'on vous raconte, surtout pour des équipes d'infrastructure. Faut se mettre dans le cadre. Encore déjà pour des équipes applicatives, c'est pas simple, mais pour des équipes d'infrastructure, d'avoir un contexte produit agile, c'est pas toujours évident. Et il y a des managers et parler à des stakeholders et managers également. Donc les facteurs de succès, c'est d'avoir du leadership, d'être aligné sur la valeur en fait. Ce qui quelque part qui va permettre de convaincre, c'est l'alignement sur la valeur. C'est la valeur qu'on produit, la valeur qu'on fournit, à qui, pourquoi on veut faire cette valeur. C'est ça la discussion principale, je dirais, avec qu'on doit avoir avec nos parties prenantes, avec nos utilisateurs. Et après, avoir une bonne gouvernance, parce que on va décider des choses avec des utilisateurs, avec des key users, avec des stakeholders. Il faut aussi qu'on ait une bonne gouvernance. Et puis on est aussi en mode, je dirais, capacitaire, on n'est pas en mode projet, donc il y a aussi du financement à trouver qui soit adapté par rapport à notre mode produit. Également la culture, c'est très important qu'on ait dans le bon mindset pour y arriver, pour arriver des bonnes discussions, orientées valeurs, clients notamment. Et comme on est sur des produits technologiques, l'aspect compétences est très important. Parce que si on n'a pas les bonnes compétences, tout de suite c'est compliqué. On aura beaucoup de difficultés à réaliser et à proposer des choses qui ont de la valeur ajoutée. Également la partie métrique, très important, parler des OKR, en fait la métrique on la va, et les coûts aussi, il faut qu'on suive les coûts dans le cadre. On a beaucoup de métriques sur notre performance notamment, et sur la valeur aussi qu'on veut, l'adoption par exemple, combien d'utilisateurs on a, est-ce que c'est en croissance, en décroissance. Et puis la façon de travailler ensemble aussi, très important dans le cadre d'équipe plateforme digitale. On est aussi en train de réfléchir beaucoup pour s'améliorer sur nos pratiques. Et donc les bénéfices qu'on a, c'est on veut pousser vraiment les équipes à ce qu'elles soient un maximum autonomes sur leurs produits, c'est qu'elles puissent identifier leur stratégie, mais également assurer le run, vraiment de bout en bout l'autonomisation vis-à-vis des équipes, mais qu'elles puissent aussi bien s'aligner sur des priorités communes. Aussi, la valeur, on veut livrer de la valeur assez fréquemment. On a des sprints de 2 semaines, et puis si on arrive à livrer plusieurs fois par sprint aussi, on s'interdit pas de livrer. On ne demande pas, c'est pas obligatoire non plus de livrer à chaque sprint. Et on assure aussi une bonne réactivité via les équipes, via le Captain Run. On a mis en place une personne dédiée pour avoir une bonne réactivité. Et c'est un rôle tournant en fait chaque semaine dans l'équipe. Donc voilà, il y a le meilleur alignement entre les enjeux stratégiques, les besoins des utilisateurs et la valeur qu'on va produire dans l'ensemble. Parce que les stakeholders, eux, la partie expérience utilisateur, par exemple, c'est pas vraiment leur problématique, mais voilà, il faut réconcilier les deux. Les nouvelles capacités, il faut qu'elles aient une bonne expérience utilisateur pour avoir une bonne adoption et satisfaire les utilisateurs. Et puis la partie dépendance aussi, c'est important à l'échelle. 13 équipes, on n'arrête pas de grandir. Donc il faut qu'on soit efficace sur la gestion des dépendances et éviter aussi, si on arrive à anticiper, les dépendances. Et puis aussi, surtout, bien capitaliser entre tout le monde, parce qu'on peut avoir des mêmes thématiques communes, des mêmes difficultés, et on a besoin de bien capitaliser ensemble, au sein des différentes équipes.